Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, très contente de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer avec notre focus. Elle est maman et reporter et journaliste. Elle a réalisé son rêve de petite fille en partant découvrir à travers de reportages à travers le monde, notamment dans les villes les plus dangereuses du monde. Elle s'appelle Camille Courcy et elle est notre influenceuse du jour. Et puis elle a une idée derrière la tech, elle s'appelle Alexandra De Villers et elle est avec nous pour nous parler notamment orientation. Bonjour Alexandra. Bonjour Philippine. Justement, orientation, quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler des formations qui recrutent hors Parcoursup. Hors Parcoursup, et justement, Parcoursup, la transition est tout trouvée. On va parler de ce grand moment que beaucoup de lycéens redoutent, celui de l'orientation et plus précisément, bien sûr, de Parcoursup. On sait que cette plateforme peut être évidemment une véritable source de stress. On en parle régulièrement. D'ailleurs, sur le plateau, avec des formulaires à remplir, des dates limites à respecter et puis des questions parfois très personnelles, bien sûr, qu'on se pose sur son avenir. Alors, on va essayer aujourd'hui dans l'émission de dédramatiser tout ça en vous donnant des pistes concrètes, des conseils pratiques et puis en explorant aussi les enjeux de l'orientation dans un monde où les métiers évoluent sans cesse. Et on va en parler avec notre invitée, justement, Marie Masson. Bonjour. Bonjour Philippine. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes la fondatrice des cours maçons, dont on va parler dans un instant, juste après le focus. Jeune reporter, elle couvre l'actualité dans une immersion totale. Camille Courcy partage sa vision du journalisme de terrain à travers des reportages engagés, vous allez le voir. Un dévouement sans concession aux quatre coins du globe pour couvrir des événements à risque. Elle est notre influenceuse du jour, signée aujourd'hui par Dylan Coller. 1, 2, 1, 2. C'est bon, je crois. On va pouvoir commencer. Elle représente une nouvelle vague de journalistes. Son nom, Camille Courcy. À 33 ans, cette reporter française a déjà parcouru beaucoup de chemins. Diplômée de l'école de journalisme de Cannes, Camille a rapidement compris que sa place n'était pas derrière un bureau, mais bien sur le terrain, là où l'histoire s'écrit. Son parcours débute sur les chaînes d'information en continu, mais l'appel de l'aventure est plus fort que tout. En 2021, elle prend une décision audacieuse, devenir reporter indépendante. Un choix qui va la propulser au cœur des zones les plus sensibles de notre planète. Sa spécialité, les reportages en immersion. Elle ne se contente pas d'effleurer la surface, elle plonge au cœur de ces sujets. Qu'il s'agisse d'explorer les tensions entre différentes jeunesses israéliennes ou de suivre le quotidien périlleux des démineurs en Irak, Camille va toujours au-delà des apparences. Partir au Bénin, donc en Afrique subsaharienne, à 18-19 ans seule, c'était vraiment la grande aventure. Et donc là, vraiment, en fait, c'était incroyable parce que j'ai dû apprendre à faire du journalisme à l'ancienne, quoi, comme dans les années 80. Donc il fallait se faire des contacts dans toutes les sphères de la société, dans les commissariats de police, dans les ministères, parmi la population, pour qu'on vous prévienne s'il se passe quelque chose dans un quartier, pour être réactif. Je pense que c'est la meilleure école d'apprendre à travailler comme ça. Armée de sa caméra, elle donne la parole à ceux que l'on n'entend que trop rarement. Jeunes Iraniens en quête de liberté, communautés marginalisées, victimes de conflits, elle leur offre une plateforme pour partager leurs histoires, leurs espoirs et leurs craintes. Mais ne vous y trompez pas, Camille n'est pas une tête brûlée. Chaque reportage est minutieusement préparé. Recherche approfondie, contacts locaux, apprentissage express des langues, rien n'est laissé au hasard. Et son travail ne passe pas inaperçu. Mais sa plus grande récompense reste sans doute les près de 128 000 abonnés qui suivent ses aventures sur sa chaîne YouTube, Camille Reporter. Elle incarne un journalisme de terrain, plus humain, qui replace l'individu au cœur de l'information. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son travail ne cesse d'en séduire plus d'un. Une promesse d'authenticité et de courage qui guidera peut-être quelques jeunes vers ce métier passionnant. Merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent. Sans vous, cette vidéo n'aurait pas pu voir le jour. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Allez, autre chose maintenant. Vous êtes peut-être vous-même en plein doute sur votre orientation ou alors vous connaissez peut-être quelqu'un qui l'est, qui a la tête qui fourmille de questions en ce moment. Alors ne bougez pas, justement. Dans l'émission, on va décortiquer ensemble le fonctionnement de Parcoursup, cette plateforme au cœur d'un certain nombre de débats. On va essayer de comprendre aussi comment faire des vœux pertinents et puis surtout comment rester en accord avec ses passions, ses valeurs. On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk.
Notre invitée aujourd'hui, donc Marie Masson, ravie encore de vous avoir. Vous êtes la fondatrice des cours Masson, vous êtes spécialiste de l'orientation, de Parcoursup aussi, des études supérieures, et vous êtes là pour venir décortiquer un peu tout ce qui se passe en ce moment dans la tête d'un certain nombre de lycéens. Vous accompagnez aussi au quotidien, souvent perçu Parcoursup comme un passage obligatoire, un peu angoissant aussi. Est-ce que c'est ce que vous constatez en ce moment auprès de ceux que vous accompagnez? Alors effectivement, je constate une angoisse croissante, effectivement, depuis le jour d'ouverture de Parcoursup. Mais en réalité, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est que Parcoursup, ça se passe bien si on prend le temps de réfléchir correctement à ses vœux et de demander l'aide et l'avis des sachants autour de soi, c'est-à-dire notamment de ses professeurs. Donc si on structure bien cette période, ça se passera très bien. Ça se passera très bien. Bon, en tout cas, on va essayer justement d'aller un petit peu plus loin et de continuer à parler de tout ça, parce que certains élèves ont déjà une idée très claire de ce qu'ils veulent faire, tandis que d'autres sont complètement perdus, et on peut les comprendre aussi. À cet âge-là, difficile de faire des choix. Ils hésitent entre plusieurs filières, plusieurs métiers. Comment vous les conseillez, justement, ces jeunes aujourd'hui qui ont peut-être plusieurs passions, plusieurs envies, et pour qui c'est difficile de faire un choix, de faire le tri aussi dans les 24 000, c'est ça, formations qu'il y a sur Parcoursup? Qu'est-ce que vous leur dites? Écoutez, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut essayer de sortir de l'idée qu'aujourd'hui, leur but est de trouver un métier, parce qu'on le sait, les métiers de demain vont changer. Donc si les élèves se projettent vers un métier qui disparaît en cours de formation, ce serait un petit peu dommage. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai plutôt tendance à les orienter passion. C'est-à-dire que j'essaie de leur dire, on va essayer de structurer au fil des années, à partir de la seconde, la pensée sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'aime comme matière, pour déjà commencer à faire le choix des différentes spécialités. Et puis, à partir du moment où on a trouvé les spécialités, on commence alors à se renseigner sur les formations qui existent. Le but, finalement, c'est de faire un très bon premier cycle dans le supérieur. Donc, si on aime les matières, on sera dans les meilleures dispositions pour réussir dans le supérieur. Et si on fait un très bon premier cycle, on réussira un excellent second cycle, c'est-à-dire tout ce qui est master, qui est en réalité le plus important. Donc pour moi, ça se construit dans la durée, sans pression, à partir de la seconde. Et puis, dès la première, on commence à faire des journées pédagogiques, des journées portes ouvertes, des journées d'immersion aussi, c'est de plus en plus à la mode. Et grâce à ça, les élèves commencent à se projeter dans des études et on peut avancer ainsi pour faire son choix. Mais je pense qu'il ne faut pas rester sur la notion de métier parce que c'est beaucoup trop restrictif. Alors après, c'est une vision qui est très défendue, j'allais dire oui, poussée, mais c'est le cas, notamment dans les pays anglo-saxons, cette passion qu'on va poursuivre dans ses études, que ce soit l'anthropologie, le design, le dessin, etc. Et derrière, quand vous faites ces études-là, ces études passion, vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire des études de dessin et devenir ingénieur en Angleterre, ce qui est quand même assez fou. En France, on n'est pas encore à ce stade-là. Donc je pense aux parents qui peuvent nous regarder et nous disent oui, je comprends et j'adorerais que mon enfant fasse des études passion. Mais malgré ça, ça reste encore compliqué dans les faits derrière de faire un métier en accord peut-être avec la société, avec la demande, une pénurie de talent aussi. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est pour ça que pour moi, la spécialisation doit arriver plutôt au niveau master. C'est-à-dire qu'en fait, ce premier cycle, on va se lancer dans des études plutôt littéraires, plutôt ingénieurs, plutôt commerce. Et si on est bon dans notre formation, à ce moment-là, ça nous ouvrira la porte pour des spécialisations. Il existe pas mal de formations où des ingénieurs vont pouvoir se spécialiser en voie commerce. Et réciproquement, pareil pour les voies littéraires. Donc je pense qu'il faut attendre, il ne faut pas être impatient. Il faut attendre d'avoir quelques expériences, notamment des expériences via des stages, pour pouvoir se destiner vers une voie intéressante. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de passerelles. C'est vrai qu'à une époque, en France, c'était compliqué de changer d'avis. Voilà. Et donc, il fallait se décider relativement tôt. Alexandra, vous voulez réagir? Oui. Alors, effectivement, quand on a commencé des études d'ingénieur, on peut partir en commerce. Mais il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a de plus en plus de formations qui proposent des doubles cursus. Et ça, c'est génial. On peut suivre un cursus commerce en même temps qu'un cursus ingénieur, un cursus commerce et art. Donc nous, on pousse vraiment les jeunes à aller chercher des doubles formations hyper ouvertes. Après, ils ont le choix pour le master. Ça élargit les horizons, c'est plutôt pas mal. Parcoursup a connu aussi depuis sa mise en place plusieurs ajustements, évolutions aussi, des critiques qui émergent régulièrement, qui pointent notamment un manque de transparence ou une certaine complexité. On dit souvent, on en a parlé d'ailleurs dans l'émission encore récemment, qu'il y a un algorithme derrière qui choisit, définit en tout cas l'avenir de ces jeunes qui postulent sur la plateforme. Avec votre expérience, avec ce que vous voyez, Marie, qu'est-ce que vous pensez justement de l'évolution de Parcoursup jusqu'aujourd'hui? Est-ce que les évolutions récentes répondent aux besoins réels des élèves? Oui, alors déjà, effectivement, je voudrais bien corriger une première idée reçue qu'ont les gens, qui est que les gens pensent effectivement que Parcoursup fait des choix. Et ce qui n'est en réalité pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous formulez vos vœux sur Parcoursup, les établissements d'accueil vont prendre vos candidatures, trier les élèves, les classer. Ensuite, ils fournissent ce classement à Parcoursup qui s'occupe uniquement
de la mise en relation et pour optimiser justement ce process de mise en relation pour que ça avance suffisamment vite. Si un élève veut pas de la formation, on appelle l'élève d'après, etc. La seule intervention de Parcoursup, c'est pour faire respecter les quotas de boursiers. C'est-à-dire qu'en fait, en France, on a un quota de boursier qui est de 20%. Donc, normalement, sur Parcoursup, un élève sur 5 devrait être boursier. Donc, imaginons qu'un établissement d'accueil ait classé les 10 premiers élèves et qu'il n'y ait pas de boursier et que le 11e est boursier. En fait, on appellera les 4 premiers et en 5e, on appellera alors le 11e. C'est la seule intervention, mais pour faire respecter tout simplement la loi. Bien sûr. Voilà, donc Parcoursup, effectivement, ne prend pas de décision, donc ça, j'insiste bien là-dessus. Et donc, c'est ça un peu l'origine des problèmes chez les gens. C'est-à-dire que les gens pensent malheureusement que Parcoursup prend des décisions, alors qu'en fait, c'est à eux de cibler des vœux qui sont accessibles, justement, en fonction du profil de l'élève, du dossier de l'élève. Et c'est pour ça qu'il faut toujours reboucler avec les professeurs qui eux, sont maîtres, justement, de cette information. Ouais. Et donc, dans les évolutions, en effet, de Parcoursup cette année, on constate en effet que le but clairement noté, c'était transparence. Et ça, je trouve ça très bien. C'est-à-dire que parmi les informations qu'on retrouve sur Parcoursup, qu'on n'avait pas forcément avant, on va par exemple se retrouver avec une espèce de carte d'identité des formations. Et sur cette carte d'identité, on va se retrouver avec des informations du type « la formation est-elle sélective ou non sélective ?» Avant, il fallait farfouiller un peu partout sur Internet pour se renseigner, ce n'était pas toujours évident. On verra aussi s'il y a un label ministériel, parce que on a une explosion quand même des formations post-bac qui commencent à arriver aujourd'hui, certaines qui commencent à être particulièrement chères aussi. Et donc c'est aussi important pour les parents de se repérer et de se dire, tiens, s'il n'y a pas de label ministériel et que la formation coûte un certain prix, il faut peut-être mieux se renseigner. Peut-être qu'ils ont une bonne communication, mais peut-être que l'école derrière n'est peut-être pas adaptée ou pas encore adaptée, parce qu'on peut sortir une formation et ne pas encore avoir le label. Ça existe aussi. Donc ça, on va avoir toutes des petites informations de ce type-là qui me semblent très pertinentes. Et comme autre nouveauté, on va avoir une section où en fait les formations vont donner leurs critères de recrutement. Ce qu'il n'y avait pas forcément avant. Donc ils vont expliquer finalement ce qu'ils attendent comme type de profil, ce qu'ils attendent comme type de spécialité dans l'idéal, parce qu'on ne va pas se fermer pour d'autres spécialités si le dossier est très bon et si on peut suivre derrière. Donc ça, je pense que c'est un point qui est très positif parce qu'on sort de ce système qui pouvait avoir l'air opaque, où des gens se disaient je ne suis pas sachant, donc moi je n'ai pas mes chances parce que je ne sais pas ce qu'ils attendent. Donc là au moins tout sera écrit. Donc ça c'est un autre point qui est positif. C'est fou parce que ça nous paraît être la base d'exprimer les critères de sélection d'une formation, non ? Alors c'était dit, mais par contre il fallait aller se renseigner sur chacune des formations. Il y en a 24 000, donc il y a un moment effectivement ça devient compliqué, même pour nous extérieurs, pour accompagner un élève, on ne peut pas tout connaître. Bien sûr. C'est normal. Et cette année, il y a un petit simulateur aussi pour les élèves, et ça c'est génial, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller regarder la moyenne générale des 3 dernières promos qui sont rentrées. Et ça, donc c'est tout nouveau, c'est 2025, et pour les jeunes, c'est quand même très très bien, ça leur permet de pas trop se planter. Et de se dire, OK, est-ce que je peux y aller ou pas ? Est-ce que je peux postuler ? C'est clair. Et je me permets, il faudra prendre ce simulateur avec des petites pincettes quand même, malgré tout, puisque, il faut le savoir, quand on a 18 de moyenne en maths dans un établissement ou dans un autre, on le sait bien, malheureusement, ça n'a pas forcément la même valeur. Et donc, le simulateur ne tient pas compte de l'établissement scolaire d'origine. Donc, il faut quand même faire attention. Si vous voyez que, en faisant votre simulation, qu'on vous dit non, allez voir vos professeurs, peut-être qu'eux auront plus l'habitude de dire « Non, mais t'inquiète pas chaton, avec telle moyenne dans notre établissement, ça va passer. » Et donc, à ce moment-là, on pourra adapter. Mais en tout cas, effectivement, c'est une belle avancée. C'est une belle avancée, complètement, tout à fait. Bon, il reste encore quelques ajustements à faire, mais peut-être que le ministère ou les propriétaires de Parcoursup nous vous entendent en tout cas. On va continuer à en parler parce que tout ça, c'est important et je crois qu'il y a beaucoup de questions aussi qui sont posées par nos téléspectateurs et nos auditeurs. D'abord, on va juste faire un petit tour du côté de la planète tech. D'abord, donc, c'est le meilleur d'Internet. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée aujourd'hui, Marie Masson, la fondatrice des cours Masson. Marie, juste avant de reprendre nos échanges au sujet de Parcoursup, de ces sujets de l'orientation, on va laisser place justement à la chronique d'Alexandra De Villers qui a une idée derrière la tech. Et je dis justement parce qu'on va continuer justement à parler d'orientation, de Parcoursup aussi. Vous allez nous expliquer tout ça, notamment de postuler hors Parcoursup parce que vous avez un petit mode d'emploi à nous proposer. Exactement, Philippine. Alors il faut savoir qu'on parle beaucoup de Parcoursup en ce moment, puisque les lycéens et les étudiants peuvent faire leurs vœux jusqu'au 13 mars, mais il ne faut pas oublier qu'ils peuvent aussi postuler hors Parcoursup. Alors justement, pourquoi certaines formations choisissent de ne pas recruter via la plateforme Parcoursup ? Bien parce que ça leur donne une certaine indépendance, une autonomie, notamment au niveau du calendrier. C'est-à-dire que quand on est sur Parcoursup, on est contraint par le calendrier de Parcoursup. Quand on recrute hors Parcoursup, on peut commencer le recrutement au mois de septembre ou au mois d'octobre et recruter tout au long de l'année. C'est vraiment ça qui les intéresse, ces formations-là. Alors certaines formations ne peuvent pas rejoindre Parcoursup. Est-ce que ça, c'est un problème pour les futurs étudiants ? Ben oui, bien sûr. Il faut faire très attention. Il faut savoir que sur Parcoursup, on va retrouver tous les établissements publics, tous les établissements sous contrat avec l'État, et puis un certain nombre d'établissements qui ne sont pas sous contrat avec l'État, mais pour pouvoir intégrer Parcoursup, il faut quand même montrer patte blanche. Ça veut dire que ces formations hors Parcoursup ont été visées par un ministère, ont été reconnues par l'État. Donc ça, c'est vraiment un gage de sérieux, c'est très important pour les lycéens et les étudiants de pouvoir s'assurer que la formation est de qualité. Et d'ailleurs, sur Parcoursup, on voit qu'il y a une sorte de carte d'identité de la formation et on peut voir justement un certain nombre d'informations comme les labels. Donc il y a des petits macarons qu'on peut voir et ça, c'est vraiment gage de sécurité pour le lycéen. Donc le souci, c'est que quand on postule hors Parcoursup, eh bien, on n'a pas cette sécurité. On peut se retrouver à postuler dans une formation qui n'est pas reconnue, dont le diplôme n'est pas visé. Donc oui, c'est un problème pour ces formations. Il faut du coup qu'elles gagnent la confiance des lycéens. Alors en dehors de Parcoursup, qu'est-ce qu'on trouve comme formation, Alexandra ? Alors, hors Parcoursup, on trouve de tout. C'est-à-dire qu'on va trouver des classes préparatoires aux grandes écoles, commerce et scientifiques. On va trouver des écoles post-bac de commerce, mais aussi d'ingénieurs, des écoles d'art. On va aussi avoir des écoles spécialisées, très spécialisées dans le tourisme, par exemple, dans le numérique, dans l'hôtellerie, la com, etc. Et il faut quand même savoir qu'il y a des très belles formations hors Parcoursup. Il ne faut pas se dire Parcoursup, c'est génial, hors Parcoursup, ça ne l'est pas. Ouais. C'est pas aussi simple que ça. Je vous donne quelques exemples. En psychologie, on va avoir Psychoprate, qui est vraiment une très belle école et qui n'est pas sur Parcoursup. On va avoir des écoles d'art, beaucoup d'écoles d'art hors Parcoursup, comme Penningen par exemple. Dans l'hôtellerie, on va avoir Vatel. On a l'école 42, qu'on connaît bien dans le numérique. L'ISCOM, l'EFAP pour la communication. Donc oui, on peut postuler hors Parcoursup, bien sûr. Par contre, il faut être prudent et bien se renseigner. Mais alors, est-ce que c'est intéressant pour les lycéens et les étudiants d'ailleurs de postuler via Parcoursup et en même temps hors Parcoursup ? Oui, c'est intéressant parce qu'on le sait, on l'a déjà dit dans cette émission, on a 10 vœux sur Parcoursup. Ça va donc très vite. Si on postule qu'en licence, on met 10 licences et c'est terminé. Donc ça peut être stressant pour les étudiants de se dire, ou les lycéens, j'ai que 10 vœux, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas pris ? Donc on peut se dire, je fais un Parcoursup et je postule aussi hors Parcoursup, donc ça c'est pas mal. Par contre, il faut faire très attention parce que si vous postulez hors Parcoursup et que vous êtes recruté, avant d'avoir vos résultats sur Parcoursup, vous pouvez être pris au piège. Ouais. Parce que l'école va vous dire, très bien, vous avez réussi nos examens d'admission, vous êtes pris, mais on ne vous garde pas la place. Ouais. Donc maintenant, il faut que vous nous fassiez un gros chèque pour pouvoir garder votre place. Le souci, c'est que si vous vous dites, sur Parcoursup, il y a des formations qui m'intéressent, comment vous faites ? Donc, il y a des familles qui font un gros chèque pour garder la place et qui attendent les résultats de Parcoursup. Donc postuler hors Parcoursup, c'est valable, vraiment, si le premier choix est une école hors Parcoursup. Dans ce cas-là, si vous êtes pris, génial, vous faites votre chèque, vous gardez la place et à la limite, vous ne faites même pas Parcoursup. Oui, c'est sûr, effectivement. Alors, quels conseils vous pouvez leur donner, autres conseils à ces familles justement qui payent pour conserver la place et qui perdent parfois plusieurs milliers d'euros ? Eh bien oui, moi je leur dis toujours, ne postulez pas trop tôt hors Parcoursup. Essayez de postuler le plus tardivement possible, de sorte que vous ayez vos résultats en même temps que Parcoursup. Ouais. Du coup, ensuite, vous allez pouvoir faire un arbitrage. Je suis pris là et là sur Parcoursup, je suis pris là
hors Parcoursup, laquelle je choisis. Et il faut savoir que beaucoup de formations mettent la pression aux familles en leur disant « plus vous postulez tôt, plus vous avez de chances d'intégrer ». Honnêtement, j'y crois pas vraiment. Je pense que c'est un peu le jeu. Ils veulent bien sûr attirer les étudiants et les lycéens. Donc mon conseil, c'est on ne se précipite pas. On postulera hors Parcoursup le plus tard possible pour pouvoir avoir un vrai choix. À moins, j'imagine, qu'on sache vraiment qu'on veut faire, par exemple, Penningen. Et là, dans ces cas-là, la solution est toute trouvée. Exactement. Dans ce cas-là, aucun problème. Mais si on hésite, alors on ne se précipite pas. Bon, c'est important. C'est le mot de la fin. Alors justement, Marie, pour faire le lien avec la chronique d'Alexandra, est-ce que vous avez dû vous précipiter dans votre orientation ou est-ce que vous avez toujours su ce que vous vouliez faire? Alors moi, je ne savais pas ce que je voulais faire et donc j'ai fait le parcours, je dirais peut-être un peu classique de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que j'étais bonne en sciences, j'aimais les sciences, donc je suis allée en prépa scientifique dans le même lycée dans lequel j'étais. D'accord. Puis j'ai intégré une ENS et c'est vrai que c'est pendant les années de prépa où je me suis rendu compte que le métier d'enseignante était quelque chose qui m'attirait beaucoup. J'ai eu des professeurs de chimie en l'occurrence assez exceptionnels et j'ai voulu faire pareil. Et donc de fait, une fois que pendant l'ENS plutôt, j'ai passé l'agrégation et je suis devenue professeure en prépa comme eux. Des héros qui ne portent pas de cap, les enseignants, ils changent tous notre vie. Bon allez, on continue à en parler ensemble dans la deuxième partie du talk. On continue justement à parler avec Alexandra et avec Marie de ce sujet de l'orientation avec Parcoursup. Alors il arrive que certains élèves soient refusés dans leurs vœux qu'ils émettent, leurs vœux principaux, et se retrouvent sur des filières par défaut ou alors sur liste d'attente. Vous nous en parlez régulièrement dans vos chroniques, Alexandra. Dans ces cas-là, Marie, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Est-ce qu'il faut accepter une proposition qui ne correspond pas vraiment ou pas totalement à leurs envies ou retenter l'année suivante? Ça, j'imagine aussi que c'est des questions que se posent de nombreux auditeurs et on ne sait pas forcément ce qu'ils doivent faire. Effectivement, il y a deux stratégies à mon sens. Déjà, la première, si on est refusé partout, en tout cas sur les formations qui nous intéressent, déjà on a la possibilité de participer à la phase complémentaire de Parcoursup. C'est-à-dire que 10 jours après l'ouverture de Parcoursup, on a la phase complémentaire qui s'ouvre et on peut rajouter 10 nouveaux vœux. Donc au final, si je ne sais pas, si un élève voulait faire une licence qui était un petit peu sélective dans un domaine, la personne n'a pas pensé à faire l'équivalent non sélectif, à ce moment-là, on peut postuler peut-être dans la filière non sélective qui correspond pour s'assurer d'avoir une place. Donc première option, effectivement, participer à la phase complémentaire. Deuxième option, se dire, bon, je prends la voie la plus généraliste possible pour la première année et je retente une admission par la suite. Là, il y a deux options. Soit on refait Parcoursup, puisque Parcoursup, c'est pour tous les élèves qui postulent pour une formation dès la première année dans le supérieur. Donc, on peut très bien retenter sa chance à ce moment-là. Ou alors, on peut, je ne sais pas, si on visait par exemple une école d'ingénieur ou une école de commerce, tous ces concours proposent un concours en terminale, certes, mais aussi en première année d'études supérieures. Donc, à ce moment-là, ils peuvent profiter de leur année scolaire pour s'y préparer et ainsi être pris. L'orientation se fait aussi, donc bien sûr, et on en parle régulièrement sur la base de notes, du dossier scolaire, qu'on souhaite le meilleur possible évidemment à chacun des élèves, mais il y a aussi des attendus de compétences, de motivation, de projets personnels. Est-ce que vous pensez qu'il manque justement des critères d'évaluation peut-être un peu plus humains ou qualitatifs dans le processus de sélection sur Parcoursup? Ou là encore, est-ce que ça dépend en fait des formations? En fait, en réalité, ça va dépendre des formations, puisque les formations en réalité disposent déjà de toutes ces informations. Quand un élève s'inscrit sur Parcoursup, certes, on aura accès à ces différents bulletins, au relevé des notes anticipées du bac, donc du bac français en première, mais on aura aussi accès à des informations qu'il va devoir remplir. L'élève devra remplir une espèce de CV, une rubrique activité, et aussi devra fournir une lettre de motivation. Donc l'ensemble de tous ces éléments font qu'on a une vision vraiment globale de l'élève, à la fois du point de vue académique, mais aussi pour toutes les activités extrascolaires, les engagements, etc., qui caractérisent malgré tout l'élève, ça fait partie des critères. Sauf que tout va dépendre des formations. On ne va pas se mentir, il y a des formations où la rubrique, si vous voulez, activité ou CV, ne va pas forcément intéresser les recruteurs, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est des gens performants dans certaines matières. Ça, ce sera souvent le cas pour peut-être des filières type prépa, où en fait, on regardera quand même globalement sur tout le dossier, et peut-être qu'à niveau égal, on comparera à ce moment-là les activités pour voir l'élève qui en fait déjà plus en terminale, en dehors des cours, et donc qui a peut-être plus de capacité de travail, finalement, quand il sera dans le supérieur. Voilà. Donc effectivement, on a toutes ces infos et après c'est aux formations de décider si pour elles c'est une information pertinente ou pas. Donc là, on ne néglige surtout pas, Alexandra, cette partie justement projet personnel, compétences. Évidemment, c'est essentiel. Moi, je dis toujours, en tout cas les formations sur Parcoursup, elles vont d'abord valider le dossier académique, mais après elles vont s'intéresser à l'élève. C'est très important. Et effectivement, donc il y a des rubriques activités, des lettres de motivation, mais de plus en plus de formations recrutent après entretien.
Ouais. Et ça se développe énormément. Et moi, je trouve ça très bien. Sauf que ça, est-ce qu'on l'apprend vraiment à l'école aujourd'hui, au lycée? Bah ouais. Parce qu'on ne peut pas tout demander non plus aux professeurs principaux, ni au CPE. Exactement. C'est ça. Ouais. Effectivement, ils n'ont pas le temps de pouvoir former les élèves. En plus, les entretiens, il y a des caractéristiques qui sont très particulières. Il y a des entretiens où c'est juste entretien de motivation, donc l'élève va devoir pitcher sa présentation au départ et ensuite on va enchaîner sur ce qui aura été dit. Dans d'autres cas, il va y avoir des entretiens collectifs où les élèves vont devoir discuter entre eux, alors qu'ils ne se connaissent pas, avec finalement différentes postures qui sont possibles. Celui qui est un peu le leader de la conversation, mais qui ne doit pas forcément occuper tout le terrain. Celui qui n'arrive pas à parler parce qu'il est trop timide. Donc à ce moment-là, il faudrait peut-être que quelqu'un du groupe essaye de l'aider. Enfin bref, donc c'est assez délicat. D'autres entretiens proposent de commenter une image pour démarrer. Moi, j'aime beaucoup les entretiens qui commencent de la sorte. Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que, on va pas se mentir, dans un entretien classique où il faut se pitcher, il faut se présenter, bon, le pitch, il est appris, évidemment. Enfin, l'élève serait fou de ne pas l'avoir préparé. Donc, voilà, il va y avoir un discours et un jeu d'acteur studio de l'élève pour faire comme s'il était en train de l'improviser. Donc, ça s'apprend. Mais le commentaire de l'image, c'est très bien parce qu'en fait, on va voir tout de suite ce que ressent un élève au travers d'une image. Est-ce qu'il a la même sensibilité que l'artiste? Est-ce qu'au contraire, lui, il va essayer de voir des faits de société autour de l'image qu'il est en train de regarder? En fait, toute cette petite analyse que l'élève va être capable de faire en 1 à 2 minutes, ça en dit déjà beaucoup sur l'élève et ça sert de base de discussion pour la suite de l'entretien. Et là, au moins, je trouve qu'on a un résultat qui est authentique. On voit vraiment l'élève tel qu'il est et c'est assez plaisant. J'aimerais bien que ça se généralise parce que je trouve ça plus malin qu'une lettre de motivation qui est souvent écrite par les parents, on va pas se mentir. Voilà, ou ChatGPT, pire. Bref, donc tout ça pour dire qu'au moins il y a de l'authentique. C'est sympa ça. Dans quelle formation on voit partout? Ah ouais, de plus en plus. Commerce, ingénieur, ça se généralise et vraiment. C'est quoi comme type d'image Tout et n'importe quoi. Vraiment, ça peut être une peinture, ça peut être une photo, une image d'actualité des 6 derniers mois. C'est vraiment très ouvert en fait. Une affiche de film aussi, vraiment tout est prétexte à discussion. Et finalement, justement, quand on postule pour une école d'ingénieur, en fait, on va peut-être essayer d'avoir une vision globale quand on va conclure sur l'image pour dire, voyez, là, on voit le rôle de l'ingénieur dans le quotidien. Enfin, essayons de trouver un petit lien. Si on vise une école de commerce, on essaiera de trouver un argument autre. Enfin, bref, c'est aussi un peu à l'élève de se dépatouiller et de trouver quelque chose en lien avec les études qu'il va poursuivre par la suite. Bien sûr, très chouette. Alors, certains s'inquiètent aussi de la place de l'international dans Parcoursup. Par exemple, pour ceux qui voudraient faire une partie de leurs études à l'étranger. Est-ce que vous avez justement des retours, Marie, sur la manière dont Parcoursup intègre ou pas la dimension internationale? Alors, il n'y a pas la dimension internationale. Donc, Parcoursup, c'est vraiment pour les formations françaises. Et donc, quand on veut postuler... Alors après, il y a une nuance près. Il y a certaines formations, je pense par exemple à Dauphine, qui proposent des cours sur leur site qui est à Paris, mais d'autres à Londres et à Madrid. Donc, effectivement, dans ce cas-là, ce sera sur Parcoursup. Donc, disons qu'une école française qui a des sites un peu partout, on postulera via Parcoursup. Mais après, pour les formations qui sont 100% à l'étranger, je pense à Polytechnique Lausanne, qui attire beaucoup nos élèves français qui veulent faire des études d'ingénieur, ou des formations peut-être au Canada. Là, il va falloir postuler directement dans chacun des établissements. Après, dans certains pays, il y a une sorte de Parcoursup local. Ce serait le cas, par exemple, en Angleterre, avec UCAS. Et donc, les élèves devront participer au Parcoursup local pour postuler dans les différentes formations. Bon, on pourrait en parler encore pendant des heures. Et je sais que vous voulez réagir, Alexandra, mais il va falloir qu'on rende l'antenne. Je suis désolée, merci beaucoup. En tout cas, à toutes les deux d'avoir été parmi nous. Marie Masson, je rappelle, fondatrice des cours Masson. Vous êtes aussi spécialiste donc, de l'orientation des jeunes. Vous les accompagnez au quotidien. Merci d'avoir été parmi nous. Merci donc à Alexandra. Il va falloir que vous reveniez pour nous parler de tout ça. Bah oui. Et vous êtes là régulièrement et c'est toujours un vrai plaisir. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, toujours à 12h30 et sur School TV dans l'école du futur. Et puis d'ici là, passez une très très bonne journée. À demain.